Il me reste moins 4 minutes pour vous présenter le rapport d'activité, puisque voilà, on est effectivement en retard. Donc j'irai très très vite. Vous avez de toute façon le rapport d'activité dans le poli qui vous a été remis. Je passe donc très rapidement sur le rôle consultatif de l'OABA avec les différentes réunions, que ce soit au sein du comité national éthique des abattoirs, dont je salue son président devant moi, cher Jean-Luc, bonjour. Les comités de pilotage à Aïd El Kébir, les réunions avec l'interprofession bétail et viande, le Centre national d'information de l'industrie laitière, les nombreuses réunions au sein du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, les nombreuses réunions, ça c'est Tiffaine, un très très gros travail avec l'étiquette bien-être animal. Rôle de formation, nous intervenons régulièrement à l'École nationale des services vétérinaires, également dans la mise en place des cellules lutte contre la maltraitance, à la fois dans le ressort de la Cour d'appel de Toulouse, dans le ressort de la Cour d'appel d'Amiens, dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et je salue Franck Rastoul, le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, très motivé sur ces questions. Le but est que dans chaque tribunal judiciaire, il y ait un magistrat du parquet en charge spécifiquement de ces dossiers de maltraitance animale. Et effectivement, ça facilite grandement notre travail et celui des services vétérinaires. Et puis aussi, nous travaillons régulièrement avec l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique de la gendarmerie nationale, qui a aussi développé une division de lutte contre la maltraitance animale. La communication, vous l'avez, le bulletin, l'infomag, le calendrier avec les animaux du troupeau du bonheur, les sites internet, que ce soit le site général oaba.fr ou le site troupeaudubonheur.fr pour les parrainages des différents animaux de notre troupeau du bonheur. Bien évidemment, les différents articles qui paraissent suite à différentes interviews, que ce soit sur la thématique abattage, que ce soit sur les retraits d'animaux, ou lorsqu'il y a un reportage télévisé, par exemple là, en début d'année 2024, c'était sur France 5, le bœuf voix rouge, où j'étais intervenu et j'avais attiré l'attention sur le problème de l'abattage sans étourdissement et le reclassement des viandes rituelles déclassées dans le circuit commun à l'insu du consommateur. Je redirai un mot tout à l'heure. Le retrait et sauvetage, là, je pense que là, le graphique parle lui-même. Vous voyez, en 2010, on était vers les 400 animaux à peu près chaque année. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à 3149, voilà, qui est le record battu. Ça, c'est une photo très intéressante. Voilà les animaux que nous retirons et voilà nos anges gardiens, la gendarmerie nationale. Alors, deux choses. Nous n'intervenons jamais sans la présence des forces de l'ordre, pour une raison évidente de sécurité. Dernièrement, avec David, ici présent, nous avons retiré 86 bovins dans l'Allier. Ça a fait pas mal de bruit dans la presse. Les gendarmes sont passés avant nous et ont fait le ménage et sont venus avec 3 fusils de chasse. Bon, ça permet effectivement après de travailler en sécurité. Et ils ont marqué à la culotte l'éleveur pour éviter effectivement qu'il fasse un mauvais geste vis-à-vis de sa propre personne, mais aussi vis-à-vis des intervenants. Parce qu'effectivement, quand les services vétérinaires disent à un éleveur « Attention Gilbert, il faut que tu fasses ça, sinon on va te retirer les animaux », c'est une chose. Mais quand on arrive le jour J avec les bétaillères pour retirer les animaux, là, c'est plus du tout la même chose. Donc effectivement, intervention systématique des forces de l'ordre. Et donc, ce faisant, je vois mal comment certains peuvent nous accuser de venir voler le bétail des pauvres agriculteurs. Avec la présence des forces de l'ordre, sous réquisition judiciaire et avec accord du procureur de la République, il n'y a pas de vol, il y a une mission de service public. Et c'est parce que le ministère de l'Agriculture a reconnu cette mission de service public qu'il nous a alloué une subvention pour l'année 2024 de 200 000 €. Voilà. Donc, je veux bien que certains éleveurs agacés par, pour dire un euphémisme, par nos interventions puissent s'en prendre à l'OABA, et puis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça va très très vite la calomnie, mais que certains présidents de chambre d'agriculture ou certains responsables dans les organismes agricoles nous traitent de voleurs ou nous traitent de profiteurs, parce qu'évidemment, c'est bien connu, c'est grâce à ces affaires que l'OABA s'enrichit. C'est la raison pour laquelle, désolé Laurent, je vais faire un peu spoiler ton rapport, mais c'est la raison pour laquelle nous avons fait un déficit l'année dernière de 500 000 € en lien justement avec ces retraits d'animaux. Donc non, on ne vole pas le bétail des éleveurs et non, ces affaires ne nous permettent pas de nous enrichir, bien au contraire, elles nous appauvrissent. Et c'est bien parce que nous sommes une association à but non lucratif que l'État fait appel à nous,
parce que franchement, s'il y avait du fric à se faire, on n'aurait pas besoin d'une association à but non lucratif pour mettre les bottes, et les bottes dans la merde, porter les barrières, charger les animaux, complètement apeurés, qui ont perdu confiance vis-à-vis de l'homme, et tous ces responsables agricoles de chambre qui sont tranquilles derrière leur écran d'ordinateur ou leur bureau en train, passez-moi l'expression, de nous chier dans les bottes, ceux-là, on les voit jamais, jamais sur le terrain pour venir nous aider. Nous critiquer, oui, mais pour mettre la main à la poche et pour venir nous aider pour charger les animaux, on ne les voit jamais sur le terrain. Alors, mesdames et messieurs les responsables des chambres, je suis désolé, j'ai un seul conseil à vous donner, fermez-la. Voilà. Ou alors, venez nous aider, et là, vous pourrez parler en connaissance de cause. Et puis, on aura moins mal au bras, parce que les barrières, putain, c'est lourd. Voilà, la convention, vous voyez, je ne vous ai pas menti, la convention donc, du ministère de l'Agriculture, qui nous a donc alloué 200 000 €. Et malgré ces 200 000 €, on fait quand même un déficit de 500 000. Donc, vous voyez qu'on ne s'est absolument pas enrichi. On a également participé avec nos amis du Conseil national de la protection animale, présidé par Loïc Dombreval, ancien député, le lancement du 3677, qui est un numéro d'urgence. Donc, si vous voyez un animal maltraité, vous faites le 3677 et vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous orienter vers le bon interlocuteur. Le troupeau du bonheur, Manuel en a parlé, effectivement, de plus en plus d'animaux, et c'est parce qu'il y a de plus en plus d'animaux qu'il nous fallait quelqu'un pour gérer. Et donc Pauline a été recrutée, elle revient d'ailleurs des Pyrénées, là où elle s'est pris la flotte hein, quand même, pendant 2 jours. Oui, comme quoi, effectivement, c'est un métier à risque. Donc voilà la répartition des animaux du troupeau du bonheur avec les différentes fermes que nous avons en France. Et puis nous avons aussi l'année dernière organisé des journées portes ouvertes, qui est toujours un événement intéressant. Ça permet à nos adhérents, nos parrains, de venir voir les animaux, discuter avec les éleveurs, voir qu'effectivement, c'est un métier, c'est un travail. Et puis toujours d'échanger avec aussi les représentants du bureau de l'OABA. La mission historique de l'OABA, c'est-à-dire les visites d'établissements d'abattage, elle se poursuit avec un nombre beaucoup moins important d'abattoirs parce que tout le monde ne nous ouvre pas leurs portes, mais en tout cas, il y a quand même certains groupes qui acceptent les visites des abattoirs et donc ces audits sont supervisés par 2 vétérinaires. Marilène, ancienne inspecteur vétérinaire officielle à la retraite, donc bénévole pour nous, et puis, comme l'a dit Emmanuel, Estelle, donc, qui est maintenant responsable de ces audits depuis plus de 2 ans. Et puis, bien évidemment, le gros dossier, l'abattage sans étourdissement, vous l'avez lu, j'irai très très vite. Notre recours devant la Cour européenne des droits de l'homme a été rejeté, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, c'est qu'il a été rejeté sur la forme, pas sur le fond. Donc la Cour européenne n'a pas répondu à la question de savoir si le fait de reverser des viandes rituelles dans le circuit classique à l'insu du consommateur était, oui ou non, constitutif d'une violation de la liberté de conscience. C'est simplement un problème de procédure. La Cour nous a dit que l'OABA était une association, personne morale, et qu'à ce titre, elle n'avait pas de conscience, donc elle ne pouvait pas invoquer sa liberté de conscience. Mais ça on le savait, hein, comme les avocats qui ont travaillé un peu sur le dossier. Donc on avait doublé cette requête de l'OABA par des requêtes individuelles d'administrateurs qui invoquaient leur propre liberté de conscience. Mais la Cour a quand même considéré que ces administrateurs n'étaient pas partie prenante devant le Conseil d'État, qui avait donc rendu son arrêt qui nous permettait de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, et que par conséquent, ces requérants personnes physiques n'avaient pas, je cite, épuisé les voies de recours internes. Donc voilà pourquoi la requête était rejetée. Mais la Cour européenne des droits de l'homme nous incite quand même à retravailler le dossier, à représenter ces requêtes, mais cette fois-ci en saisissant directement les instances nationales. Donc on va repartir à nouveau pour un certain nombre d'années. Je rappelle que l'ancien gros dossier qui nous a occupé, c'est-à-dire le bio-halal, où j'étais avec Alain Monod devant la Cour de justice de l'Union européenne, nous a quand même pris 9 ans de procédure. Bon, bah là, ça nous prendra probablement à peu près le même temps, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Et de toute façon, comme je dis toujours, dans la protection animale, il ne faut pas être pressé pour avancer. Et puis, autre dossier, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez un œuf, vous savez que l'œuf, il vient d'une poule plein air, ou d'une poule en cage, ou d'une poule en bâtiment.
Mais on parle beaucoup d'abattage sans étourdissement. Il y a une question toute bête qu'on a posée au ministère de l'Agriculture, c'est combien, chaque année, en France, il y a d'animaux qui sont abattus sans étourdissement? Réponse, bon, on ne sait pas. Comment ça, vous ne savez pas? Ah non, non, on n'a pas de statistiques. Voilà. Donc en France, on a des statistiques sur tout, mais on n'a pas de statistiques sur l'abattage sans étourdissement. Donc on a saisi la CADA, qui nous a donné raison. On a donc ressollicité les préfectures, qui nous ont répondu « Ah non, 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 on n'a pas de chiffres, on n'a pas de chiffres. » Voilà. En fait, l'explication, elle est très simple. Je la tiens d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui m'a dit « Vous savez, quand on ne veut pas donner de chiffres, on s'arrange pour ne pas les collecter. Comme ça, on ne les a pas, on n'a pas les données. Parce que si on les connecte, on est obligé de les donner. Donc on ne les collecte pas, et comme ça, on est tranquille. » Eh ben, on verra ce que vont penser les tribunaux administratifs, puisque bien évidemment, on va dégainer et on va les saisir dans quelques temps. Voilà. Et j'ai fini. Juste une toute petite précision, quand il est décidé d'écrire au préfet, ça veut dire qu'il y a plus de 90 courriers qui doivent partir. Puisque chaque préfet doit recevoir son courrier. Vous imaginez ce que ça représente, les petites fourmis qui sont derrière les bureaux à faire pour les uns la lettre, pour l'autre. Voilà, et en recommandé, pour l'autre l'enveloppe, le truc, c'est... Voilà. Donc c'est toujours avec plaisir que l'OABA écrit à 90 préfets pour avoir des réponses. Donc là, nous allons quand même procéder à la validation du rapport que vous avez, même si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez eu les grandes lignes. Donc la validation du rapport d'activité par vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On a le droit de voter, nous? Oui. Bon, enfin, nous, on le connaît, quoi, le rapport. Donc, le rapport est donc accepté. Je vous remercie. Concernant le rapport financier, je vais maintenant laisser rapidement la parole à notre trésorier qui va nous le présenter. Vous avez déjà la ligne principale en bas à droite du rapport. Merci. Laurent, c'est à toi. Donc, je vais aller effectivement assez vite. Alors, les encaissements de l'exercice 2024 s'élèvent à 2 470 574 € contre 2 921 047 € en 2023, soit une baisse des encaissements de 450 473 €. Les décaissements de l'exercice 2024 s'élèvent à 2 461 600 € contre 1 777 960 en 2023, soit une hausse des décaissements de 683 640 €. La trésorerie de l'OABA, en raison de l'excédent des encaissements sur les décaissements, se trouve ainsi augmentée de 8 974 € et passe de 4 449 000 € au 31 décembre 2023 à 4 458 005 € au 31 décembre 2024. Les produits d'exploitation en 2024 sont en diminution de 24,88% par rapport à l'année précédente. Cela s'explique principalement par une forte baisse de 45,43% des legs et assurances-vie. 732 000 € environ contre 1 342 000 € en 2023. La générosité de nos adhérents et donateurs ainsi que les dispositions testamentaires prises en faveur de l'OABA permettent de financer nos actions. Les legs et assurances-vie représentent plus de 40% de nos produits. Ils sont donc indispensables pour nous permettre de poursuivre notre activité. Nous avons connu, comme l'a décrit Frédéric, une hausse de 47% des charges d'exploitation en 2024, 2 301 000 € par rapport à l'année précédente, 1 564 000 €. Les frais de pension des animaux et frais vétérinaires représentent 67% de nos charges, ce qui est en relation avec les nombreux retraits et procédures judiciaires. Plus de 3 150 animaux nous ont été confiés en 2024 et près de 650 animaux composent le troupeau du bonheur. Nous avons ajusté donc tout au long de l'année nos dépenses à nos recettes. Les frais de procédure, de sauvetage et troupeau du bonheur représentent cette année 73% de nos dépenses. Cela comprend les frais de transport, les frais d'hébergement des animaux, les frais vétérinaires, les honoraires d'avocats et une partie des salaires et charges des délégués et de la direction de l'OABA, frais imputables au sauvetage et au suivi du troupeau du bonheur. Le résultat final est déficitaire à hauteur de 506 790 €. L'OABA, pour assurer les sauvetages et le suivi des animaux dans notre troupeau du bonheur, a constitué une épargne pour faire face aux aléas économiques et aux variations de nos recettes d'une année à l'autre.
C'est grâce à cette réserve que nous avons pu ajuster notre trésorerie et compenser notre déficit de 506 790 €. Il est à noter que notre trésorerie représente environ 2 années de dépenses, ce qui reste peu par rapport à la plupart des associations reconnues d'utilité publique. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Nous remercions M. Patrick Cavana, l'expert comptable, qui analyse nos comptes, M. Jean-Louis Manicom, commissaire aux comptes pour la société Hermesian Partners, qui nous a adressé son rapport certifiant les comptes de l'OABA clos au 31 décembre 2024. Nous remercions également l'ensemble de notre personnel, et plus particulièrement Mme Yvonne Enga, en charge de notre service comptabilité, pour leur collaboration précieuse et leur dévouement. Merci pour votre écoute. Donc là, pareil, on va procéder au vote de ce rapport financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, merci. Avant de terminer cette partie en fait comptabilité, nous allons faire venir le commissaire aux comptes, Monsieur Soudjian, s'il vous plaît, qui va nous présenter en fait rapidement, désolé mais rapidement, la validation des chiffres que nous lui avons fournis. Merci beaucoup. Bonjour, je voulais juste préciser, je suis le commissaire aux comptes, Jean-Louis, je travaille en collaboration avec Jean-Louis. Rapidement, je voulais vous... Plus près du micro, c'est ça? Voilà. Je voulais rapidement vous réexpliquer ce qu'est un commissaire aux comptes en 3 points. C'est le garant de la survie financière de l'association. L'association est un organisme vivant, comme chaque personne morale, qui existe depuis 1961. Notre rôle à nous, c'est d'assurer sa pérennité financière en collaboration avec l'équipe, évidemment, de l'OABA. Deuxièmement, le commissaire aux comptes est un partenaire de l'entreprise, de l'association. Un partenaire à 360 toute l'année qui va apporter des recommandations et qui va accompagner l'équipe dirigeante et l'équipe financière. Troisièmement, c'est un tiers de confiance financier. Et à ce titre, j'ai le plaisir de vous certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice. Sur la partie information financière qui vous a été présentée aujourd'hui, nous les avons vérifiées et elles sont conformes aux comptes annuels. Et ce que je voulais vous dire pour clore mon intervention, c'est que mon planning personnel ne me permet pas d'être là tous les ans, mais à chaque fois que je viens, je suis toujours très fier d'être le commissaire aux comptes de l'OABA. Donc, dernier vote concernant la partie comptable, parce qu'à cette fois, l'intervention donc, du commissaire aux comptes, vous l'avez entendu, nous ne l'avons pas payé, je vous rassure. Hein. Enfin, on l'a payé pour les honoraires, mais pas pour dire... D'ailleurs, je ne sais pas si on a fini de... Si, non, il y a encore le solde à payer. Ah ben je comprends. D'accord, il y a encore le solde à payer. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Dernière partie de notre Assemblée Générale avant la collation. Je vois que personne n'est encore sorti de la salle, c'est bien. Vous êtes tous courageux, toutes et tous courageux. Ce sont les élections, donc réélections. Mais avant de commencer cette partie concernant les membres du conseil d'administration, je voudrais qu'on rende hommage à Gilles Quinet, qui était un administrateur de l'OABA pendant très très longtemps, qui nous a quittés malheureusement en août 2024. Nous avons dans la salle son épouse et son fils. Nous sommes très contents de les recevoir aujourd'hui. Et en fait, je voudrais donc laisser la parole d'abord à Frédéric, puis ensuite à Nathalie, pour rendre hommage à Gilles. Merci. Merci Manuel. Effectivement, notre ami Gilles Quinet, qui était membre d'honneur de notre association depuis 2018, après 30 années passées au sein de notre conseil d'administration, nous a quittés. Vétérinaire, promotion 1954 de l'école de Maisons-Alfort, Gilles était contrôleur général des services vétérinaires. Il avait été décoré à plusieurs reprises, officier de l'Ordre national du mérite, officier du mérite agricole, officier des palmes académiques. Mais très humble et discret, Gilles n'en faisait jamais état. Je resterai parmi vous si vous estimez que je peux vous être utile. Ça, c'est tout notre Gilles. C'est ce qu'il avait déclaré à notre AG de 2017 qui se tenait dans les locaux de l'OIE lorsque nous lui avions remis la médaille d'honneur pour ses 30 ans de présidence au sein de notre conseil d'administration.
Parisiens en quête d'air pur, Gilles et son épouse Bernadette avaient quitté l'Île-de-France pour la belle région de Briançon et ses montagnes. Et en août 2024, tu l'as dit, Manuel, Gilles est parti au-delà des sommets. Je laisse la parole à Nathalie Melik, qui l'a bien connue lorsqu'elle est arrivée en poste au ministère de l'Agriculture et qui avait toujours plaisir à le retrouver lors de nos AG, en salle comme au verre de l'amitié. Nathalie. Bien, Gilles, c'est en tout premier lieu un sourire. Un sourire qui traduit bien sa gentillesse et sa générosité. Et c'est pour cela, entre autres, qu'il nous manque beaucoup aujourd'hui. Je l'ai connu quand je suis arrivée dans la fonction publique comme jeune vétérinaire inspecteur. Il faisait partie de ceux qui nous ont guidés au début de nos carrières, mais ce qui le distinguait, c'était son ouverture d'esprit, son dévouement à ses missions et sa faculté de communiquer non seulement son savoir, son expérience, mais aussi son sens de l'éthique en toute chose. Et c'est bien cette éthique et cette foi en la capacité de l'être humain de réaliser de belles choses qu'il a manifesté non seulement dans ses fonctions, mais surtout dans les diverses actions bénévoles auxquelles il était attaché, car il y avait l'OABA, bien sûr, mais aussi Médecins du Monde, à laquelle il participait activement, et ainsi que d'autres associations ou organisations. La générosité de Gilles Quinet, que j'évoquais en premier lieu, sa capacité d'accepter chacun avec ses défauts et ses qualités. Entre parenthèses, je ne l'ai jamais entendu tenir un propos désobligeant envers qui que ce soit, ont fait que tous l'appréciaient, outre ses qualités professionnelles. Gilles avait une grande expérience en matière d'abattoir, puisqu'il a longtemps occupé cette mission d'expertise. Il faut préciser que jadis, la réglementation nationale imposait de soumettre les plans des abattoirs au service vétérinaire. Puis, en tant qu'inspecteur général des services vétérinaires, il a participé à des rapports, de nombreux rapports sur les sujets ayant trait aussi bien à l'hygiène qu'à la protection animale dans les abattoirs. À ce titre, lorsqu'il était responsable des abattoirs, il était un correspondant privilégié de Madame Gilardoni, et nous, jeunes vétérinaires inspecteurs, nous entendions le nom de Madame Gilardoni sans la connaître, mais on savait que c'était quelqu'un de très important et qui était un peu un mythe d'après vraiment ce que nous entendions. Il était donc naturel que Gilles devienne un des piliers de l'OABA aux côtés de Jean-Pierre Kieffer. Il a donc continué à nous aider, à donner son avis toujours très judicieux sur les dossiers parfois complexes que nous évoquions en conseil d'administration. Ce que je souhaitais souligner, au-delà de ses compétences professionnelles, c'est vraiment cette humanité qui rayonnait de lui et qui est rare et qui l'entraînait logiquement vers l'attention à la souffrance animale. Bernadette, je sais que vous étiez l'un comme l'autre engagés dans des actions humanitaires qui reflétaient vos aspirations et votre générosité. À toi et à votre grande famille, sachez que nous portons cet enseignement d'humanité au-delà de sa disparition. Donc, en mémoire de Gilles, j'aimerais, s'il vous plaît, que nous honorions sa mémoire par une minute de silence. Merci. Je vous remercie. Donc, maintenant, dernière partie avant de laisser la parole à Jean-Luc Engros. Une partie où je vais vous demander de faire quelques exercices brachiaux,
puisqu'on va procéder en fait à l'élection, réélection de certains membres du conseil d'administration ou de nouveaux membres du conseil d'administration, dont la première personne est Bénédicte Ituria, qui est vétérinaire, membre du conseil d'administration depuis 2013 et secrétaire générale adjointe aux côtés de Daniel Euse depuis 2014. Nous allons donc procéder à sa réélection, ou non, par vote, puisque c'est vous qui décidez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Faut pas qu'on oublie de voter, parce que sinon... D'accord. Des deux premiers votes, on peut déduire l'unanimité du troisième. Premier vote terminé, je vous remercie. Félicitations Bénédicte. Merci à vous pour votre confiance. Oh mais croyez-moi. Deuxième personne à se présenter, à se représenter, ce qui me fait très plaisir, c'est Daniel Kieffer, ici présente, parce que Daniel a voulu, a proposé de rentrer au conseil d'administration en 2022, ce que moi j'ai trouvé une excellente idée, parce que ça permettait de savoir si on était toujours fidèle au précédent président de l'OABA. Donc Daniel s'est présenté en 2022, bien sûr a été élu, et là, 2025, Daniel se représente pour le conseil d'administration. Donc nous allons voter ou non pour sa réélection. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Daniel, on veut donc te voir au prochain conseil d'administration. Voilà. Troisième personne qui était devant vous il y a quelques minutes, encore une vétérinaire, Nathalie Mélic, qui a exercé sa carrière vétérinaire, vous le savez tous maintenant, au sein de l'administration publique. Donc c'est pourquoi Nathalie connaît si bien les rouages et est capable de nous en parler pendant les conseils d'administration, c'est bien. Et d'ailleurs, à ce propos, Nathalie est membre du conseil d'administration depuis 2005, c'est-à-dire depuis maintenant 20 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Quatrième personne, cette fois, c'est quelqu'un qui n'est pas vétérinaire, quelqu'un qui est avocate même. Eva plaide régulièrement en matière de protection animale. Et puis, Eva est quand même au conseil d'administration depuis 2002, c'est-à-dire depuis 23 ans. Vous voyez, donc c'est une... Et Eva passe à la télé. Plus que toi? Ah oui, récemment. donc Eva passe à la télé sur France 2 récemment. Voilà, j'ai les infos en direct. Donc nous allons procéder à la réélection de notre star. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eva. Voilà. Donc la dernière réélection, en fait, me concerne et je vais laisser parler notre vice-président, qui parle peu, mais quand il parle, vous avez vu, il vise juste. Hein. Donc je vais parler notre vice-président, faire ma campagne électorale. J'ai préparé depuis plusieurs mois une intervention qu'il me demande d'organiser au pied levé. Moi, je tiens à dissiper les réserves de certains d'entre vous sur notre président. Tout de suite. Pour vous dire combien nous apprécions, et moi personnellement, j'apprécie son action à la présidence de l'OABA. C'est un digne successeur de Jean-Pierre Kieffer. Il a assuré la continuité. La présence de Daniel en administre la preuve. D'ailleurs, nous apprécions beaucoup Daniel. Et je dois dire qu'il mène, malgré sa vie professionnelle, il a un investissement très important sur l'OABA. Il vous l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Nous avons de manière pendulaire des conseils d'administration extrêmement abondants, chargés et copieux, selon la formule. Et il entretient, en tous les cas, je pense, au sein de l'OABA, mais en tous les cas, dans le cadre du conseil d'administration, une atmosphère très riche et très enrichissante pour nous tous. Et je pense qu'on peut le remercier de cette action très dynamique et de sa fidélité à notre cause commune. Voilà, j'espère avoir dissipé les quelques réserves. Et nous allons donc passer au vote. Alors, y a-t-il des votes contre, des abstentions,
Et donc, nous renouvelons son mandat à l'unanimité. Voilà, moins une voix. Merci beaucoup. Donc là maintenant, la réélection des membres étant passée, nous allons passer à l'élection des bébés, des nouveaux membres, puisqu'en fait, au sein de l'OABA, on sait aussi faire preuve de sang neuf, hein, et donc de faire venir des nouveaux membres qui ont été cooptés, vous le savez, l'année dernière, qui apportent chacun dans leur domaine leurs compétences, et ça c'est très important, parce que ça permet comme ça d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle approche sur toutes les problématiques que l'on envisage. La première personne que je ne présenterai plus, c'est Alain Boissy, que vous connaissez maintenant. Voilà. Donc, Alain, bien sûr, serait vraiment pour nous une personne très intéressante à intégrer au sein du conseil d'administration, parce que sa formation lui permet d'avoir un éclairage sur les animaux d'élevage qui nous est important. Qui serait éventuellement contre Alain, la venue d'Alain au sein du conseil d'administration? Qui s'abstient? Qui est pour? Là, j'ai le droit de voter, là, quand même. Alain, bienvenue. Alors, pour vous dire comme quoi les élections sont démocratiques au sein de l'OABA, j'avais dit à Alain que la première personne qui était contre sortait de la salle avant de lever le bras. Bienvenue, Alain. Alain a déjà assisté au conseil d'administration depuis un certain temps, et j'espère qu'il pourra assister maintenant systématiquement, puisque normalement, Alain est en retraite, ou bientôt en retraite. Début d'année prochaine, bientôt. La deuxième personne qui a accepté bien volontiers de faire partie de notre conseil d'administration a, lui, une formation bien différente, puisqu'il est en fait magistrat honoraire. Il a occupé des postes importants et surtout, comme vous le savez maintenant à l'heure actuelle, pour une association de protection animale, il faut se battre tant sur le plan scientifique, mais sur le plan scientifique, on a parfaitement démontré que la douleur animale était une réalité, mais il faut surtout se battre, et vous l'avez bien compris à travers Frédéric, sur le plan juridique. Et donc, il nous faut vraiment des hommes de talent, des hommes et des femmes de talent, pour nous expliquer quelles sont les procédures à utiliser, comment les utiliser, pour éviter au maximum les écueils, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle moi je suis très content de vous présenter la candidature de Jérôme Dier, ici présent. Voilà. Et donc, nous allons procéder à son élection. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci. Donc, last but not least, comme maintenant on dit, hein, n'est-ce pas? Je vais quand même laisser la parole d'abord à Frédéric et ensuite à Jean-Luc Angot, qui a le plaisir et le privilège et surtout la sympathie de venir quasiment à chaque assemblée générale de l'OABA depuis de nombreuses années et qui, à chaque fois qu'il a été sollicité par l'OABA, a toujours eu la gentillesse de nous répondre avec le sourire, même si des fois, c'était en fait des choses qui pouvaient être un petit peu, on va dire, dérangeantes. Là, je l'en remercie, parce que pour nous, avoir des contacts comme ça, pour avoir une communication comme ça auprès de personnes officielles, c'est extrêmement important. Frédéric, je te laisse la parole. Oui, très rapidement, effectivement, Jean-Luc Angot connaît bien l'OABA et réciproquement, nous le voyons régulièrement présider le Conseil national d'éthique des abattoirs, toujours une présidence rigoureuse, une écoute bienveillante, même si quelquefois certains propos agacent, on ne dira pas de qui, pas forcément de ce que vous croyez. Et on aime beaucoup Jean-Luc, qui effectivement, comme le dit Emmanuel, il a toujours été présent, a toujours été à nos côtés. Il était là pour nos 50 ans, pour nos 60 ans. Et donc c'est en tant que président du Comité national éthique des abattoirs, mais aussi représentant du ministère de l'Agriculture, puisque tu n'es pas encore en retraite, Jean-Luc, mais bientôt. Et je ne te cache pas que nous avons quelques craintes sur le nom de ton remplaçant, parce que effectivement, on s'est habitué à ta présidence et la barre est quand même relativement haute. Donc j'espère que le nouveau président ou la nouvelle présidente sera effectivement à la hauteur des missions et sera aussi bienveillant et sympathique que ta personne. Voilà, tu sais que toute l'amitié que nous te portons, toute l'amitié que te portait
Jean-Pierre Kieffer. Et effectivement, c'est toujours d'actualité, je te rassure, mais je sais que tu n'en doutais pas. Je te laisse donc la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Frédéric, pour ces mots très, très aimables, auxquels je ne m'attendais pas, j'avoue. Donc là, comme ça vous a été dit, j'interviens pas en tant que représentant de la ministre de l'Agriculture, je n'ai pas de mandat pour le faire, mais je suis toujours fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Et donc là, j'interviens comme président du Comité national d'éthique des abattoirs, donc le CNEAB, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et donc je remercie à l'OABA de me donner cette opportunité de parler de ce comité. Donc je préside depuis sa création en 2017. Un petit peu d'historique, hein, ce comité découle en fait de la commission d'enquête qui avait été conduite dans ces locaux par Olivier Falorni, député, et ensuite par un projet de loi qui prévoyait d'ailleurs dans son article 1 la création d'un comité national d'éthique des abattoirs. Bon, la politique, les échéances politiques ont fait que cette loi n'a pas pu être promulguée. En revanche, le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll, a souhaité que ce comité soit mis en place. Et donc, on a été installé au sein du Conseil national de l'alimentation en tant que groupe de concertation. Et donc, le principe au sein du CNA, c'est d'élaborer des avis. Et donc, on a élaboré un avis en 2 ans, enfin même pas, 1 an et demi, puisqu'il est sorti en début 2019, avec 53 recommandations qui étaient articulées autour de différents axes. Donc un axe sur, bien sûr, les contrôles, hein, et on le voit bien encore avec les vidéos qui circulent qu'il y a encore de la marge de progrès. Un lien également sur les compétences, alors les compétences des personnes qui travaillent en abattoir, mais aussi des services de contrôle. Un point également sur les infrastructures, donc comment améliorer les abattoirs. Et puis, bien sûr, l'information du consommateur, ça a été évoqué, et puis la recherche, qui est extrêmement importante. Alors ce groupe, son originalité, c'est une structure unique en fait, hein. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays d'Europe ou dans le monde, qui rassemble autour de la table donc 50 structures différentes, aussi bien des professionnels que bien sûr de l'administration, les représentants aussi du personnel, des scientifiques, et merci à Alain Boissy d'avoir participé depuis le début pour l'expertise scientifique. Je tiens à saluer aussi Pierre Lenindre, le vice-président, hein, qui vient aussi de l'INRA et qui a apporté sa connaissance scientifique. Les organisations de protection animale, donc vraiment avec l'OABA, et ça je tiens vraiment à remercier l'OABA qui a été assidue et toujours une force de proposition depuis le début, au départ avec Jean-Pierre Kieffer, et je tiens à saluer sa mémoire aujourd'hui, hein, et donc saluer Daniel Kieffer. Je tiens aussi, j'en profite pour saluer la mémoire de Gilles Quinet, que j'ai bien connu, et je remercie, je partage tout à fait ce qu'a dit Nathalie tout à l'heure, et je le considère comme un de mes mentors, hein, dans ma carrière. Et donc, ces réunions qui se sont toujours faites dans le respect mutuel, même si, comme vous l'avez dit, il y a eu parfois quelques frictions entre, vous imaginez bien, hein, autour de la table, les débats qu'on pouvait avoir. Et on a pu donc avoir cet avis à l'unanimité. Et donc, il a été adopté à l'unanimité par le CNA. Alors, on a eu ensuite des mandats pour travailler sur d'autres sujets. Notamment sur la vidéosurveillance et plus récemment sur l'attractivité des métiers, puisque c'est un vrai sujet. Et puis, on a mis en place à un moment donné un sous-groupe sur l'abattage rituel, on en a parlé abondamment. Et ça, j'ai un petit regret, c'est que, bon, comme ça a été dit, je vais prendre ma retraite et je vais quitter ce comité après la prochaine réunion qui aura lieu fin juin. Je vais tout faire d'ici là pour essayer de réactiver ce sous-groupe. Je suis en contact avec le cabinet pour que ce sous-groupe sur l'abattage rituel puisse continuer à travailler. D'autant plus que, comme on l'a dit, on est basé sur la science et qu'il y a des avancées scientifiques, notamment avec... et une ouverture aussi des cultes, parce que j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, parmi les participants, il y avait aussi les représentants du culte, donc du culte musulman et du culte israélite, qui participent aussi très, très assidûment. Et il y a des ouvertures sur l'étourdissement, notamment avec une nouvelle technique de micro-ondes. Alors j'en parle sous le contrôle d'Alain, hein, qui est spécialiste en la matière. On a eu une présentation, on en reparlera encore la prochaine fois. Et donc il faut qu'on puisse aussi bénéficier des avancées scientifiques pour faire avancer ce dossier
Et moi, j'ai bon espoir que, alors ça, comme l'a dit Frédéric, ça demande du temps, il faut être patient, mais j'ai bon espoir, et ça sera mon successeur ou ma successeure qui le fera, j'ai bon espoir que ce sujet avance. En tout état de cause, c'est vraiment un point extrêmement important. Et puis, il va y avoir le contexte de la réforme de la réglementation européenne sur le bien-être animal. Alors bon, il y a eu des décalages, hein. On nous avait parlé de 2023, 2024, donc ça sera plutôt 2026 maintenant. Et notamment le règlement sur l'abattage de 2009 qui doit être revu. Et peut-être que justement avec une analyse de l'EFSA sur cet étourdissement, enfin pas étourdissement, mais endormissement, on va dire, par micro-ondes, il puisse y avoir des avancées, pardon. Donc je tiens vraiment à remercier l'OABA pour sa participation, donc le président Mersch, Jean-Pierre Kieffer, qui a été vraiment un avocat important de la cause, Frédéric, et puis Jimmy Guédard aussi, qui participe régulièrement aux réunions. Et j'ai bon espoir que ce comité persiste. Alors oui, quand même, en tant comme groupe de concertation, normalement, il aurait dû s'éteindre après la publication de l'avis 82, mais le ministre de l'époque, donc c'était Didier Guillaume, avait souhaité le pérenniser. Donc normalement, il n'a pas de fin de mandat, et j'espère bien. Donc je souhaite longue vie au CNEAB, mais aussi surtout longue vie à l'OABA. Merci beaucoup pour votre attention. Nous arrivons donc là maintenant au terme de cette 64e Assemblée Générale. J'espère que vous continuerez longtemps à être à nos côtés, parce qu'encore une fois, on a besoin de vous pour faire avancer les choses et pour savoir qu'on est soutenu. Je vous remercie sincèrement au nom du conseil d'administration d'avoir été présent aujourd'hui. J'espère que les sièges n'ont pas été trop inconfortables. Dites-vous qu'on avait les mêmes. Et bien, je vous souhaite de nous retrouver au cours du verre de l'amitié et surtout de continuer à être à nos côtés et aux côtés de l'OABA pour les défendre. Merci beaucoup et tous unis pour les défendre. Bonne journée. Au revoir. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, même Jean-Luc, à la retraite, vous serez toujours le bienvenu.